C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter, les nouveautés de l'application Bamara. On va repasser un petit peu sur les fonctionnalités de Bamara. Je suis sur un environnement qui n'est pas donc un environnement, c'est-à-dire un site web qui n'est pas le vrai site web Bamara, mais un environnement qu'on a nous pour, faire les développements. D'ailleurs, Marion, si tu peux glisser un petit message à l'équipe technique pour que personne n'intervienne sur cet environnement pendant 1 heure, ce serait bien. Ça marche, oui. Merci. Donc, on va vous présenter donc, Bamara, et les nouveautés de cette nouvelle version. Donc, lorsque vous êtes sur, l'application Bamara, la page de login, donc, pour s'inscrire, enfin pour se connecter, vous demande votre email et votre mot de passe. Si vous voulez créer un nouveau compte, donc si vous avez des collègues qui veulent s'inscrire à Bamara, ça ne passe pas par nous, il faut qu'ils s'inscrivent eux-mêmes via ici le bouton s'inscrire. On arrive donc sur un formulaire sur lequel on vous demande de remplir des informations. Une des nouveautés, c'est que si jamais vous êtes un professionnel de santé, on vous demande soit un numéro RPPS, soit un numéro ADELI. Ce sont des champs non obligatoires, mais qui sont pratiques pour notamment les réconciliations entre professionnels de santé. Donc, pour retourner à la connexion ici, je vais donc me connecter à mon compte. Cliquez sur me connecter. J'arrive donc sur l'environnement que vous connaissez de Bamara. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas eu de changement avec cette nouvelle version sur son look. On a toujours en haut les différents boutons d'action. Donc ici, alors petit rappel, si vous cliquez ici sur le logo, vous revenez à l'accueil, quelle que soit la page sur laquelle vous êtes. Ici, c'est pour afficher les listes de patients, donc les patients du site Mes fiches patients. Et puis pour certains sites, il y a d'autres listes de patients. Là, je suis sur un site particulier de neuromusculaire, donc il y a d'autres listes. Ici, c'est pour accéder au tableau de bord de votre site maladie rare. Ce qu'on appelle un site maladie rare, c'est en fait cette ligne-là sur laquelle vous êtes positionné, qu'on appelle un site de contextualisation. Donc, on voit qu'actuellement, je suis contextualisée sur le site de Calisson du docteur Pakis, qui est localisé à Nice et qui est un site coordonnateur. J'ai accès à d'autres sites, comme vous voyez, et je peux donc changer en fonction de là où je veux rattacher mon patient. Donc, c'est très important de toujours vérifier votre site de contextualisation pour être sûr que vous rattachez le patient au bon site. Ici, vous avez la possibilité de rechercher un patient, tout comme dans la grande partie jaune ici. Enfin, ici, une petite nouveauté. Donc, dans le point d'interrogation qui est la rubrique Aide de Bamara, vous avez accès aux différents documents qui vous sont utiles. Donc, le guide utilisateur vous permet d'avoir une description de toutes les fonctionnalités de Bamara. Le guide des variables, ça vous donne une définition de chacun des items. Donc, ça peut être intéressant si vous ne savez pas comment coder un patient pour tel ou tel item. Vous pouvez vous y reporter. La FAQ, donc toutes nos questions. Un petit manuel de codage synthétique pour savoir quel patient coder où et comment. Des bordereaux que vous pouvez imprimer si jamais les médecins ne remplissent pas eux-mêmes les saisies. Et on a ajouté ici qui contacter en cas de problème. Donc, je vais cliquer dessus pour vous montrer que ça vous ouvre en fait un nouvel onglet sur le site de la BNDMR, la Banque nationale de données maladies rares, sur lequel vous avez accès du coup aux informations de support, donc c'est-à-dire d'aide. On vous donne en fait en bas ici le lien vers tous les sites web des filières de santé maladies rares. Donc, si jamais vous faites partie, je ne sais pas, de la filière Brain Team, vous pouvez cliquer ici et trouver les contacts de la filière Brain Team en cas de problème sur Bamara. Les filières, en fait, sont votre premier niveau de contact si jamais vous avez une difficulté. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre service informatique lorsque ce sont des problèmes plus techniques. Par exemple, vous voyez que le navigateur ne fonctionne pas, vous avez un souci parce que votre inscription n'a pas été validée, etc. Et ce sont eux qui nous contacteront notre équipe. Voilà. Je reviens sur Bamara. Ensuite, donc dans la partie violette, vous pouvez donc créer une nouvelle fiche. Dans la partie jaune, chercher un patient qui aurait déjà été saisi. Et d'ailleurs, le bon réflexe, c'est qu'avant de créer une nouvelle fiche patient, vérifiez que le patient n'existe pas et n'a pas déjà été saisi par un autre centre dans l'hôpital. Puisque, en fait, ici, dans Bamara, vous avez accès à la liste de tous les patients vus sur les sites maladies rares de votre hôpital. Ensuite, on a un premier tableau de bord dans la partie grise qui correspond à vos fiches dans ce site de contextualisation qui est affiché en haut.
Donc moi, pour ce site maladie rare, je n'ai que 2 fiches. Mais dans ce site, il y en a 10. C'est affiché ici. Donc, je vois que mes 2 fiches sont en action requise, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout complètes. Elles pourraient être en avertissement s'il y avait une plus petite erreur, on va dire, sur le dossier, ou bien valide, sachant que le statut brouillon n'est pas pertinent ici et on va le retirer de la liste. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, ces 2 fiches en action requise, je peux cliquer pour aller voir lesquelles c'est. Donc, si je clique sur la partie de la roue, vous voyez que j'arrive dans en fait, la partie des listes et je vois que j'ai 2 fiches, test et test 2, qui sont disponibles. Si je retourne sur la page d'accueil et que je veux voir les fiches dans le site, donc toutes les fiches du site qui donc, ne sont pas relatives à ma saisie, je clique ici et j'arrive bien sur la liste des 10 fiches saisies pour ce site maladie rare. En final, c'est la même chose que de cliquer ici sur les patients du site, la liste des patients du site. Les fiches patients, en revanche, vous donnent accès à toutes les fiches que vous avez saisies pour l'hôpital, mais pas forcément pour ce site. Ce sera pour tout l'ensemble de l'hôpital. Donc, si vous êtes sur plusieurs sites dans un même hôpital, vous pouvez retrouver toutes vos fiches patients à cet endroit-là. Et pour les médecins, c'est aussi les fiches sur lesquelles vous avez été identifié comme responsable du dossier ou ayant participé à une activité pour ce dossier. Donc, ce n'est pas forcément celle que vous aurez saisie. Voilà. Donc, je vais peut-être pouvoir commencer la saisie d'une nouvelle fiche. Donc, je clique sur Nouvelle fiche. Vous voyez que l'affichage a légèrement changé. On est sur un affichage, sur un pop-up qui permet d'identifier l'identité du patient. La première question qu'on me pose, c'est est-ce que le patient ou son représentant a bien été informé et ne s'oppose pas au traitement de ces données, sous-entendu données pour la recherche dans la BNDMR. On vous a mis un petit bouton ici qui permet de télécharger l'information patient. Donc, cette information patient, c'est-à-dire la note qu'il faut remettre à tous les patients qui viennent voir votre centre maladie rare. Donc, il faut l'imprimer et la remettre en main propre au patient. Donc, si cela a bien été fait, vous pouvez cocher. Je ne vais pas cocher pour vous montrer le message d'erreur qu'il y a. Ensuite, on vous demande si le patient est un fœtus ou non. Donc, par défaut, c'est à non. Et puis, je vais remplir les noms, prénoms. Donc, je vais remplir à mon nom. Voilà. Et quand je clique sur sauvegarder, là, j'ai ce message d'erreur qui me dit que je n'ai pas coché la case relative à l'information des patients. Et c'est pour vérifier si c'est un oubli, puisqu'en fait, on nous a remonté que souvent, en fait, c'était juste un oubli. Donc, si c'est un oubli, vous pouvez la cocher. Et dans ce cas-là, voilà, le message d'erreur disparaît et vous pouvez sauvegarder. Donc là, vous avez créé le premier patient. Et là, j'ai le bug que je n'étais pas censée avoir. Donc, on a un petit bug qui ne se reproduit pas tout le temps. Mais là, vous voyez que tous mes champs sont grisés. Ça veut dire que je ne peux pas les modifier. La façon de débloquer ça, et c'est finalement bien que j'ai l'exemple, si jamais ça vous arrive, c'est qu'en fait, tout est bloqué parce qu'il n'y a pas de prise en charge pour ce patient. Donc, il faut que j'aille créer une prise en charge. Et là, donc, du coup, la prise en charge, elle est forcément pour le site sur lequel je suis contextualisée. On va dire qu'elle a été créée aujourd'hui par le nom du médecin, je ne sais pas si je vais trouver Véronique Patis. Voilà. Et initialement adressée par, et on va dire que c'était un autre spécialiste ville-hôpital. Il faut maintenant, désormais, cliquer sur « Créer la prise en charge ». Si vous ne le faites pas, c'est comme si vous n'aviez rien rempli à cet endroit-là. Donc, c'est important de le faire. C'est un clic en plus, mais ça vous fait gagner du temps par la suite. Vous allez voir pourquoi. Donc, si on clique ici, voilà, j'ai créé ma prise en charge. Et désormais, toutes les données sont bien modifiables. Voilà, mes champs ne sont plus grisés. Ce qui reste grisé sur la partie donc, données administratives, c'est l'identité du patient. Pourquoi c'est grisé? C'est parce qu'en fait, ce sont des informations qui sont extrêmement sensibles en base de données, puisque c'est ça qui permet d'identifier un patient. Et si vous les changez, il risque d'y avoir des collisions, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le patient va être retrouvé ailleurs, et donc, ou alors ça va changer son identifiant dans la base de données. Donc, ce sont des données sensibles. Vous pouvez quand même les modifier en cliquant ici sur le petit crayon. Mais on ne va pas le faire. Ensuite, l'autre champ qui est grisé, c'est l'INSC, c'est-à-dire l'identifiant national de santé calculé. C'est celui qui nous est envoyé par les DPI. Donc, lorsqu'on l'a, cette donnée, elle est affichée ici, mais elle est non modifiable, puisqu'elle vient du DPI.
On vous demande, de manière non obligatoire, mais c'est quand même très intéressant de l'avoir, de rentrer justement cet identifiant national de santé. Donc vous allez de plus en plus l'avoir à disposition dans vos dossiers patients informatisés, donc ce sera plus facile pour vous de récupérer cette information. Je précise que pour les enfants, il ne faut absolument pas mettre les numéros de sécurité sociale des parents, ce serait une grosse erreur, parce qu'en fait, cela voudrait dire que vous identifiez le patient comme étant son parent. Donc ici, on a mis un contrôle entre les champs et donc cet identifiant doit être cohérent avec la date de naissance du coup indiquée pour le patient. Donc vous avez la possibilité d'indiquer d'autres identifiants du patient qui vous permettront de plus facilement le retrouver lorsque vous le recherchez en haut ici. Puis un lieu de naissance, donc on va dire, alors lorsque le patient est né à l'étranger, vous pouvez rentrer le nom du pays et c'est uniquement le nom du pays qui est demandé. En revanche, si c'est en France, il ne faut pas mettre France, il faut mettre la commune de résidence ou de naissance. Si vous n'avez pas les informations, il vaut mieux ne rien mettre plutôt que de mettre une information fausse, tout simplement parce que ces informations-là, elles nous servent après pour aller faire des études sur les données et que si on a des données fausses, on n'arrivera pas forcément à, par exemple, retrouver le statut vital du patient sur les bases de l'INSEE. Parce que dans la base de l'INSEE, on demande le lieu de naissance. Donc, si vous n'avez pas le lieu de naissance, il vaut mieux ne rien mettre que de mettre une erreur. Et donc, on va dire que le patient habite à Paris. Voilà, Paris 10e, par exemple. Une des nouveautés également, c'est que maintenant, le bloc relatif au décès est disponible ici. Donc, si votre patient est décédé, vous pouvez directement cocher la case et ça vous ouvrira d'autres informations sur le décès, comme la date de décès et est-ce que le décès est lié à une maladie rare ou non. On va dire que le patient n'est pas décédé. Lorsque je clique donc cette fois-ci sur l'étape suivante, je suis bien sur la partie prise en charge. Alors, je vais faire un tout petit focus sur la notion de hors-labellisation. Hors-labellisation, quelque part, ça veut tout simplement dire que votre patient, il ne devrait pas être rentré dans Bamara. Pourquoi? Ça veut dire que le patient, il a une maladie qui ne relève pas de votre labellisation du ministère. Et tout ce qui ne relève pas de votre labellisation, finalement, n'a pas à être rentré dans Bamara. Mais certaines personnes, certains centres ont un intérêt à pouvoir collecter des données de patients autour d'une pathologie donnée pour laquelle ils ne sont pas encore labellisés, mais pour lequel ils souhaiteraient par la suite être labellisés. Donc c'était surtout vrai là, ces dernières années, maintenant qu'on a la nouvelle labellisation en cours, peut-être un petit peu moins. Et donc c'est uniquement dans ces cas très précis où en fait le patient ne relève pas de votre labellisation, mais que vous avez un intérêt de rentrer cette information, que vous pouvez cocher cette case. Je donne un exemple pour que ce soit plus concret. Par exemple, un patient qui serait vu en service de génétique pour une drépanocytose. Le patient, si vous faites partie du centre, par exemple, des anomalies du développement, ce n'est pas parce que vous faites partie du service de génétique que vous devez rentrer ce patient atteint de drépanocytose. La drépanocytose n'est pas une anomalie du développement ou un syndrome malformatif, et donc ne relève pas, le patient en drépanocytose ne relève pas de votre labellisation. Peut-être en revanche que votre service souhaiterait a posteriori être labellisé pour la drépanocytose. Et dans ce cas-là, il pourrait cocher hors labellisation pour ce patient qui est atteint de drépanocytose et donc rentrer ce patient dans Bamara. Mais nous, côté Bamara, nous n'avons absolument pas à avoir l'information autour de ce patient de drépanocytose dans le cadre de la labellisation. J'espère que c'est un peu plus clair. Je sais que c'est une notion qui est très compliquée. Donc, considérez que cette case, elle doit être cochée le moins possible, puisque si vous cochez cette case, c'est qu'en fait, votre patient ne devrait pas être dans Bamara. Petite précision, on ne peut pas avoir un patient pris en charge dans un centre et avoir maintenant des activités hors labellisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous disais, on vous fait gagner des clics. Ici, ce site, le site pour lequel l'activité est déclarée, eh bien, correspond à celui de la prise en charge, donc juste avant. Donc, si ma prise en charge était hors label, du coup, l'activité aurait été hors label. Si la prise en charge est pour votre label, ici Calisson, eh bien l'activité est bien pour Calisson. La nouveauté aussi, c'est que si votre patient a plusieurs prises en charge pour ce site, mais aussi pour un autre, et que vous êtes vous-même habilité à rentrer des données pour l'un ou pour l'autre, et bien maintenant, dans les activités, ici, vous aurez la possibilité de choisir le site pour lequel vous voulez saisir l'activité. Donc, ça permet à toutes les personnes qui ont souvent eu le souci d'avoir rentré une activité pour le mauvais centre de très facilement changer, du coup, le centre de l'activité
J'espère que donc, cette fonctionnalité vous sera utile. Donc, pour les activités, on va déclarer une activité pour aujourd'hui, donc pour ce centre. Ici, il y a aussi une autre notion un petit peu plus complexe, c'est est-ce que le lieu de l'activité, il est autre que celui en fait, de l'hôpital sur lequel enfin, l'hôpital de labellisation. En gros, est-ce que vous avez fait une consultation avancée? Là, je suis censée faire ma consultation au CHU de Nice. Est-ce que j'ai été faire cette consultation ailleurs, dans un centre autre que celui du CHU de Nice? Donc, si c'est le cas, vous pouvez cocher cette case, puisque ces activités qui sont en dehors du CHU, mais bien pour le centre pour lequel vous êtes labellisé, comptent bien pour le centre. Donc ici, vous pouvez préciser la commune dans laquelle aura eu lieu l'activité. Pour le contexte, pas de nouveauté. On va dire ici qu'on est sur une consultation avec un objectif de diagnostic, que la profession du médecin, de l'intervenant était médecin, et puis du coup, on va remettre que c'était le docteur Pakis. À noter qu'on a un petit bug actuellement, c'est que lorsque vous rentrez autre ici et que vous précisez le nom, si vous n'aviez mis que autre, je veux dire, vous auriez votre dossier en avertissement. Donc ça, c'est un bug qu'on va corriger, bien sûr, c'est prévu. Je pense même que ça va être corrigé dès ce soir. Je vais remettre le docteur Pakis. Ensuite, on arrive sur la partie diagnostic. Alors, peut-être que je vais revenir juste sur ces messages d'erreur que vous avez. Les messages d'erreur, ils sont calculés, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, lorsque j'ai créé la prise en charge. Parce qu'en fait, lorsque j'ai créé la prise en charge, j'ai enregistré mon dossier. En bas de page, tout en bas de page, vous avez maintenant 2 nouveaux boutons. En fait, on n'avait qu'un seul bouton au départ qui était sauvegardé, mais qui nous faisait quitter le formulaire. Là, si vous cliquez sur sauvegarder, vous restez sur le formulaire, alors que si vous cliquez sur sauvegarder et quitter, vous quittez le formulaire pour avoir la fiche récapitulative. À chaque fois que vous cliquez sur sauvegarder, ça recalcule ici les erreurs qu'il reste. Donc là, on voit qu'il me reste en erreur à ajouter un diagnostic et en avertissement, un petit bug apparemment. Les lieux de naissance et les lieux de résidence qui sont, je crois, complétés. Ah non, qui n'ont pas été enregistrés. Donc, on a eu un petit problème en direct. Je vais re-sauvegarder. On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Voilà, les lieux de naissance et de résidence ont bien été enregistrés. Donc, pour le diagnostic, il y a aussi des nouveautés sur cette partie-là. Donc, pour le statut du diagnostic, pas de nouveauté, mais je vais en reparler. Donc, le statut du diagnostic, ça veut dire où est-ce qu'on en est dans le parcours diagnostique du patient. Est-ce qu'on en est à une investigation initiale? Donc, le patient arrive, on n'a pas vraiment d'hypothèse diagnostique. Donc, dans ce cas-là, on dit que le patient a un statut de diagnostic en cours. Lorsqu'on a une suspicion forte, qu'on a une hypothèse diagnostique et qu'on est plutôt en attente de résultats complémentaires, on considère que le diagnostic est probable. Confirmer, c'est que vous avez trouvé le moyen de confirmer que ce soit génétiquement, mais pas forcément génétiquement, ça peut être tout simplement cliniquement, le statut du diagnostic. Donc là, c'est le médecin qui affirme, voilà, je sais que le diagnostic de mon patient, c'est ça. Indéterminé, c'est très particulier. Indéterminé, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas réussi à établir un diagnostic malgré des investigations poussées. Ça veut dire donc que votre patient est en impasse diagnostique. Donc, vous avez fait toutes les investigations possibles, mais vous n'avez pas trouvé ce qu'il a. Donc, il faut passer, du coup, plus du tout dans des phases de recherche de diagnostic en clinique, mais peut-être carrément basculer sur de la recherche pure. Donc, on va dire que mon diagnostic ici est confirmé. Est-ce que vous avez vu, du coup, que, hop, l'âge au diagnostic ici est apparu. Donc, lorsque vous avez un diagnostic confirmé, on vous demande un âge au diagnostic. La caractérisation génétique du diagnostic, c'est un nouveau champ qui demande en fait, est-ce que votre diagnostic a besoin ou non d'être caractérisé génétiquement et est-ce que ça a été fait ou non. Donc, vous pouvez dire non, il n'y a pas besoin, c'est non approprié. Vous pouvez dire non, en fait, il y aurait besoin, mais je ne l'ai pas encore fait. Ou alors oui, mon diagnostic a été caractérisé génétiquement. Et donc, regardez, si je clique sur oui, vous avez ici les âges au diagnostic qui se sont transformés. Alors, on avait un âge au diagnostic, maintenant on en a 2, avec un âge au diagnostic clinique et un âge au diagnostic génétique. C'était une demande importante des groupes de travail de l'action 1.7 du plan national autour de l'errance et de l'impasse diagnostique. Et ça nous permet de calculer des délais
au diagnostic, que ce soit clinique ou génétique. Dans le type d'investigation réalisée, si par exemple je mets test génétique, il y a une nouveauté, c'est que la précision de la technique utilisée est obligatoire. C'est une demande pareille hein, dans le cadre du plan national maladies rares. Ce n'est pas nous qui avons sorti ça du chapeau. Mais en revanche, si elle n'avait pas été précisée avant, vos dossiers peuvent être passés du coup avec un avertissement. Donc, il n'est pas nécessaire de repasser sur toutes les fiches dès maintenant, mais lorsque le patient revient et que vous mettez à jour la fiche, pensez à compléter les données qui sont manquantes de ce type-là. Donc, le test génétique, vous allez voir aussi que dans le cadre toujours de cette action sur l'errance et l'impasse diagnostique, on a fait des ajouts de précision de ces types de ces techniques utilisées pour le diagnostic. Donc, je vais les rentrer toutes parce que je ne me rappelle plus lesquelles on déclenche du coup les champs. Hop, on va tout mettre, voilà. Et donc, en fait, ici, dans la partie... Alors, ce bandeau-là, ce n'est pas juste un bandeau de titre. En fait, c'est un bloc que vous pouvez ouvrir et fermer en cliquant dessus, comme ça. Donc là, je l'ouvre. Et il me propose les investigations génétiques réalisées. Donc la précision, en fait, de ce qu'il y a juste au-dessus. Ce sont des champs non obligatoires, c'est pour ça qu'ils sont cachés, mais ils peuvent être d'intérêt pour vos études ou pour votre suivi de patients. Donc, précisez l'analyse moléculaire ciblée. Est-ce que vous avez fait juste une analyse unique ou est-ce que vous avez fait un panel? Et dans le cadre des panels, est-ce que vous aviez une stratégie d'analyse en solo, duo ou trio ou plus, ou vous ne savez pas? Pareil pour la précision de l'analyse en pan génomique, hein, qui est là. Donc, est-ce que vous avez fait un exome ou un génome? Et dans les deux cas, pareil, on vous propose de préciser la technique d'analyse. Et on propose aussi de préciser les autres méthodes. Donc, ça correspond ici à l'onglet « Autres méthodes ». Donc ici, dans les autres méthodes, vous avez du coup une liste plus précise qui correspond à d'autres analyses qui auraient pu être faites. Voilà. En dessous, vous avez un bloc sur les anomalies chromosomiques qui existe déjà dans Bamara, qui va certainement évoluer dans les prochaines semaines, puis toujours dans le cadre de cette action sur l'errance et l'impasse diagnostique. Et puis, vous avez le champ mutation, qui lui va être amené à énormément évoluer, toujours dans la même action du plan, pour permettre une interopérabilité entre les plateformes de séquençage du plan France Médecine Génomique, donc Sequoia et Oragen, de manière à ce que si les patients sont vus sur ces plateformes, on puisse récupérer les données des comptes rendus et que vous n'ayez pas à faire de saisie sur ces parties-là. Tout ça, ce sont des champs non obligatoires, comme je disais, qui peuvent être d'intérêt dans certains cas, mais pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont, pour l'instant, cachés dans ce bloc. Je vais revenir sur le diagnostic. Donc, dans la partie maladies rares, Orphanet, en fait, on propose tous les diagnostics de maladies rares ou de sous-types de maladies rares disponibles dans Orphanet. Donc, je vais prendre comme exemple le syndrome de Marfan. Donc, si je tape le syndrome de Marfan, j'ai bien le syndrome de Marfan et puis j'ai aussi ses sous-types de type 1, type 2, néonatal, etc. Donc, vous pouvez coder, on vous conseille de coder toujours au plus près de ce qui a été diagnostiqué, les sous-types correspondant à des mutations sur des gènes particuliers. Si vous avez le gène, vous pouvez très bien mettre le sous-type. Le syndrome de Marfan étant le niveau qui va nous servir, donc le niveau de diagnostic qui va nous servir de toute façon pour les analyses épidémiologiques. Donc, on va mettre syndrome de Marfan de type 1, on peut préciser la description clinique. Donc là, vous avez accès en fait à plusieurs nomenclatures, Orphanet pour les groupes de maladies, les signes HPO, donc pour Human Phenotype Ontology, donc les phénotypes humains, la SIM10 que vous connaissez probablement un petit peu mieux. Donc là-dedans, en fait, je vais chercher par exemple une grande taille. Donc, qu'est-ce que ça me donne? En HPO, voilà, je peux avoir une grande taille proportionnée. On va avoir aussi une dissection aortique. Alors, attendez, dissection, je vais écrire. Voilà, dissection aortique. Vous allez avoir des grandes mains. Il peut y avoir beaucoup voilà, de signes. Pensez toujours à... Lorsque vous cherchez à préciser au maximum les termes. C'est-à-dire que grande va vous apporter beaucoup de résultats. Vous n'allez pas forcément trouver tout de suite celle que vous cherchez. Donc, précisez bien, de manière à ce que vous trouviez tout de suite. Voilà.
Les signes atypiques correspondent plutôt à des signes que vous ne retrouveriez pas chez la plupart des patients, mais qui pourraient marquer une différence en fait dans le profil du patient. Ça a pu servir à faire des sous-groupes homogènes de patients qui ont été génotypés et qui ont permis de découvrir de nouveaux gènes et donc des sous-types de maladies. Donc ça peut être d'intérêt, voilà. Pour les gènes, c'est toujours pareil. Alors je vais taper ABC parce que je ne sais pas lequel mettre. Vous pouvez en indiquer plusieurs. Et on a remonté la notion de sujet apparemment sain à ce niveau-là, qui demande est-ce que le sujet, finalement, est-ce que le patient, il est porteur sain ou non. Donc là, on va dire qu'il n'est pas porteur sain, donc il est bien malade. Je vais mettre non. Ensuite, appréciation du diagnostic à l'entrée dans le centre. Est-ce que le diagnostic, lorsque le patient a été adressé chez vous, était absent, était erroné ou est-ce qu'il était approprié? Ensuite, l'âge au premier signe. Vous pouvez avoir des âges au premier signe en postnatal. Sachez que maintenant, il est désormais obligatoire de préciser aussi l'âge pour le postnatal. On va mettre 5 ans et 2 mois, par exemple. Voilà. Âge au diagnostic clinique aussi en postnatal. Là, on va mettre 20 ans. Et âge au diagnostic génétique, on va mettre 30 ans. Voilà. Est-ce que c'est un cas sporadique ou familial? Le mode de transmission, ce sont des champs non obligatoires. Enfin, tout en bas, vous avez issu d'une union consanguine. Sachez que ce champ particulier est en fait partagé entre tous les diagnostics que pourrait avoir le patient. Donc, il est possible qu'un patient ait plusieurs diagnostics. Dans ce cas-là, vous pouvez en créer un ici. Il faut toujours se méfier et vérifier que c'est bien un diagnostic différent du premier. Même lorsque le patient est vu par plusieurs services, vous avez le droit de modifier ici. Par exemple, si vous aviez ici un syndrome de Marfan et que vous avez finalement identifié que c'est un syndrome de Marfan de type 1, vous pouvez très bien modifier ici la maladie du patient, même si ce n'est pas vous qui avez créé la fiche au départ. On est sur une fiche patient qui est partagée entre les services avec une information partagée. Donc, issu d'une union consanguine, on va dire non. L'étape suivante, eh bien, ça correspond. Alors, attendez, je vais sauvegarder pour vous montrer que du coup, hop, le message d'erreur, il est bien parti. L'étape suivante, c'est donc la partie anténéonatale. Ce sont que des champs non obligatoires, mais qui, encore une fois, peuvent être d'intérêt. Cette partie a un petit peu évolué parce qu'on a redistribué les champs de manière à ce que ce soit plus facile à comprendre. Donc, on a pour les patients qui ne sont pas des fœtus, on a la partie sur la naissance et quelques données sur l'anténatal. Pour les fœtus, bien sûr, s'ils ne sont pas nés, il n'y a pas de partie sur la naissance, il y a la partie sur l'anténatal, et puis il y a aussi une partie sur la fin de grossesse. Notamment lorsqu'il a été indiqué que c'était une IMG ou une ISG. Et enfin, le dernier onglet, la recherche, toujours la même chose, données non obligatoires mais qui peuvent être d'intérêt. Notamment, vous avez la possibilité de préciser s'il y a un traitement médicamenteux spécifique à la maladie rare est en cours. Sachez que ici, en fait, vous avez une liste extrêmement restreinte puisque ce ne sont que les médicaments orphelins, c'est-à-dire ceux qui ont une désignation de produits, de médicaments orphelins. Donc, il y a une liste d'une centaine de médicaments uniquement. Cette partie-là sera amenée à évoluer dans les prochaines années. Lorsque vous avez fini votre saisie, vous cliquez sur « Sauvegarder et quitter », ce qui vous permet d'arriver sur ce que nous appelons le mode chaud, c'est-à-dire finalement la fiche récapitulative du patient. Celle-ci a un petit peu évolué et notamment, vous voyez que le bloc diagnostic est assez long parce qu'en fait, on a rajouté tous les champs qui étaient disponibles, ce qui vous permet de voir ceux qui sont non remplis. En dessous, vous avez les activités, les données anténatales que vous pouvez dérouler, en cliquant dessus. Voilà. Et la même chose pour la recherche. Dans la barre violette, dans la barre verte, vous avez la possibilité de modifier la fiche du patient en général. Donc, le petit crayon, ça vous permet à chaque fois d'aller modifier la partie d'intérêt. Mais vous avez aussi la possibilité, par exemple, en cliquant ici, d'ajouter très rapidement une activité pour ce patient. Donc, je vais en créer une deuxième. Donc, on va dire que c'était le mois dernier. Pour le centre Calisson, une consultation qui avait un objectif de suivi avec une assistante sociale. Et donc, je ne sais pas si je vais te trouver, Alem. Si je te trouve, super. C'était Alem, voilà. Et donc, vous avez cliqué ici, l'activité a été créée. Et elle apparaît désormais ici. Voilà.
Donc ça, c'était pour la création d'une fiche. Sachez que vous pouvez ici l'extraire sous Excel, de manière notamment lorsque le patient demande d'avoir accès à ces données, mais aussi dans le cadre de projets de recherche. Donc vous pouvez extraire toutes les informations que vous avez saisies sous Excel ici. Vous voyez que ici sur Chrome, ça apparaît en bas, et donc je peux l'ouvrir. Et donc vous avez dans chacun un onglet par onglet en fait de Bamara avec l'ensemble des informations. Sur chaque onglet, vous avez la répétition des informations d'identité du patient, de manière à ce que ce soit plus facile à les retrouver. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de supprimer des activités. Je vais supprimer par exemple celle-ci. Voilà, donc oui, je suis sûre. Voilà, j'ai supprimé une activité. Si vous voulez en modifier, vous avez la possibilité de supprimer une prise en charge, mais si vous supprimez une prise en charge, ça va supprimer toutes les activités associées à la prise en charge. Et puis, vous avez surtout la possibilité de supprimer une fiche patient. Ça peut arriver dans certains cas qu'il y ait une saisie par erreur. On vous demande de préciser la raison de cette suppression et donc c'est une liste déroulante. Donc, par exemple, si la fiche est en double, on vous dit que, attention, toutes les données de cette fiche vont être supprimées. Assurez-vous de bien avoir reporté l'ensemble des informations sur la fiche du patient que vous allez conserver. Et vous pouvez cliquer sur supprimer la fiche et du coup, la fiche sera alors pas supprimée directement, parce qu'en fait, vous faites une demande de suppression, comme c'est indiqué ici. Et c'est notre équipe qui allons vérifier, en fait, notamment autour des raisons de suppression, pourquoi la fiche est supprimée. C'est très important, notamment parce qu'il y a cette notion d'opposition du patient à l'informatisation de ces données. Donc là-dessus, si vous relevez une opposition du patient et qui demande à être supprimé de Bamara, précisez bien ici les informations de manière à ce qu'on puisse voir avec les DPO, donc les délégués à la protection des données de l'établissement, comment faire pour que ce soit le plus fluide possible sur cette partie-là. Et dans ce cas-là, si on a l'autorisation, on supprimera donc cette fiche. Voilà, donc pour la création de fiches, je pense que c'est tout. Alem, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Ok. Je voulais préciser quelque chose que je n'ai pas dit au tout départ, mais là, je travaille sur Chrome. On peut travailler aussi, donc ce sont des navigateurs Internet, donc je suis sur Chrome. Vous pouvez aussi travailler sur Mozilla Firefox, sur Microsoft Edge, mais par contre, Bamara n'est plus du tout compatible avec Internet Explorer. Donc, si jamais vous utilisez Internet Explorer, vous allez avoir plein de problèmes. Notamment, vous n'allez pas trouver vos patients dans les recherches, vous allez avoir des champs qui ne vont pas apparaître. Enfin, voilà, il y a beaucoup de soucis. Tout simplement parce que Microsoft Internet Explorer n'est plus maintenu. C'est un logiciel qui, comme dit Microsoft, a pris sa retraite et a été remplacé en fait par Microsoft Edge. Et vu qu'il a pris sa retraite, ce navigateur, ça veut dire qu'il n'est plus maintenu et donc il y a des failles de sécurité dessus. Donc nous, il était impensable que Bamara soit compatible avec un navigateur avec des failles de sécurité. Donc, vérifiez bien quel navigateur vous utilisez si jamais vous avez des soucis avec Bamara parce qu'il ne faut plus utiliser Internet Explorer. Alors, pour la suite, je vous ai déjà présenté les listes, mais on va revenir dessus. Donc, la liste des patients du site, donc il y en a 11 désormais puisque je viens de créer le dernier. Ils sont classés donc, ici. Donc, ils sont classés par ordre de création. Vous avez, alors on a un bug qu'on a identifié, c'est que pour certains de ces patients sur la liste ici, on ne sait pas pourquoi pour l'instant, mais certains des diagnostics ne s'affichent pas. Donc on va corriger ça bien sûr. Le diagnostic est en fait, c'est juste un problème d'affichage. Hein. Le diagnostic est bien présent, mais il ne s'affiche pas. Donc sur ces listes de patients, vous avez la possibilité de les filtrer, notamment par le diagnostic de la maladie rare. Mais si vous cliquez sur le plus, vous accédez à davantage de filtres. Et on en a créé 3 nouveaux. Vous pouvez désormais chercher par le gène, ça nous était beaucoup demandé, par le statut de porteur sain et aussi par la date de naissance, très important aussi pour certains. Donc vous pouvez très bien chercher tous les patients, par exemple, qui sont nés après le... et puis là, vous mettez, par exemple, tous les patients qui sont pédiatriques, par exemple. Donc, je ne sais pas, tous ceux qui sont nés après 2005.
et vous filtrez. Donc, je ne sais pas si on va en avoir. Non, il n'y en a pas dans mon exemple. Mon exemple est raté. Et donc, pareil pour les activités. Vous avez la possibilité de filtrer aussi les patients en fonction des dates d'activité ou des intervenants sur les activités. Je vais effacer les filtres. Et une fois que vous avez filtré vos listes, ou même sans les avoir filtrées, vous pouvez extraire l'ensemble de vos données patients ici en cliquant sur « Extraire sous Excel ». Donc, on nous dit que voilà, l'extraction est en cours. Donc, voilà, elle arrive ici. Donc là, vous allez avoir toutes les données des patients, donc les 11 patients qu'on a rentrés. Ici, donc toujours par onglet, comme pour les extractions individuelles, hein, c'est la même chose. Donc toutes les données de prise en charge, ici administratives, ici toute la prise en charge. Et donc, si votre patient il est vu sur plusieurs centres, donc il a plusieurs prises en charge, ici vous n'allez extraire que les prises en charge sur du site sur lequel vous étiez, ce qui vous facilitera beaucoup les comptages si vous avez besoin de sortir des chiffres autour de votre activité. Donc ce ne seront plus que ceux pour le centre sur lequel vous étiez contextualisé. Idem pour les activités du coup. On a bien toute l'information sur les diagnostics, avec la possibilité donc de voir les différents codes ORFA. Voilà, vous avez la possibilité aussi d'avoir les codes HPO qui ont été utilisés pour les descriptions cliniques, etc. Voilà. Donc, comme je le disais, sur chacun des onglets, nous avons répété à chaque fois au début toutes les informations d'identité des patients pour vous faciliter l'exploitation de ce fichier Excel. Hop. Voilà, pour les listes. Ensuite, pour le tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, vous avez un récapitulatif en fait, de ce qui s'est passé sur ce site de contextualisation. Donc, les maladies qui ont été renseignées, donc bon, là, on est sur un site de démonstration, donc clairement, on n'a pas renseigné beaucoup de maladies. Vous voyez que si, par exemple, je veux aller voir le patient qui a le syndrome de Marfan, voilà, je clique dessus et je tombe bien sur la fiche que nous venons de remplir ensemble. Ensuite, vous avez les cohortes du centre, le nombre d'activités, la file active, et à chaque fois, en fait, on distingue celle du centre et celle hors label. Alors, qu'est-ce qu'on appelle hors label? C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tous ceux en fait, qui ne sont pas rentrés pour votre centre, leur labellisation, et qui en fait ne comptent pas pour, par exemple, les rapports pyramide. Pyramide, c'est forcément que la cohorte du centre. Tout ce que vous avez rentré en hors label, ce qui ne devrait pas être dans Bamara, donc du coup, nous avons bien séparé les deux cohortes. En parlant de pyramide, ici, vous avez la possibilité d'extraire les chiffres pour les rapports pyramides. Donc, ce sont les rapports d'activité demandés pour les centres de référence et de compétences et de ressources et de compétences, pardon, pas pour les centres de compétences. Mais il n'empêche que ces rapports sont disponibles pour tous. Et on vous donne accès donc, au rapport de l'année dernière et de l'année en cours. Lorsque vous cliquez dessus, on peut prendre l'exemple, je vais vous montrer. Donc, vous avez en fait les questions de pyramide et ici, les valeurs qui sont calculées en fonction de ce qui a été rentré dans Bamara. Pour comprendre comment sont calculées ces valeurs-là, je vous renvoie vers le site de la BNDMR, donc bndmr.fr, si mon navigateur veut bien. C'est intéressant, voilà. Et dans la partie exploiter ici, vous avez exploité les données de mon site avec le rapport pyramide. Et lorsque vous êtes sur cette page-là, vous avez ce document à télécharger qui vous explique comment sont calculés les chiffres d'activité pour pyramide depuis Bamara. Donc, par exemple, comment est-ce qu'est calculée la file active? Donc, cette définition-là de la file active, c'est-à-dire le nombre de patients vus physiquement pour le centre au cours de l'année en rapport avec le domaine d'expertise du centre, et incluant les téléconsultations, eh bien, c'est exactement ça qui est présenté ici dans la file active. Donc, ce chiffre-là est identique. Et vous pouvez donc sélectionner l'année d'intérêt. Donc, nous, l'année dernière, c'est ce qu'on a vu dans l'extraction. J'avais qu'un seul patient sur ce site-là, puisqu'on est sur de la démonstration. Et pour 2022, on en avait 5 dans file active. Pour les tableaux de bord autour des statuts des diagnostics, donc vous avez ces roues qui vous permettent de savoir si votre diagnostic il est confirmé, probable, en cours,
non renseigné et indéterminé. Non renseigné, c'est nouveau. Vous ne l'avez pas sur la version d'avant. Ça vous permet de savoir tous ceux pour lesquels vous avez oublié ou pour lesquels vous n'aviez pas l'information sur le statut du diagnostic. Donc, ce sont des dossiers qui sont en action requise puisque c'est une donnée obligatoire. Pourquoi on vous met à disposition ces roues? C'est parce que si vous cliquez dessus, par exemple ceux en cours, vous avez accès ici à la fiche du patient qu'il faut aller modifier. Elle est en avertissement, donc comme ça, sur celle-ci, vous savez que vous avez des choses à compléter puisque le diagnostic est en cours et peut-être que le patient est revenu et que vous avez eu des nouvelles informations autour de ce diagnostic. Et donc, pardon, j'arrête de cliquer dessus parce que sinon je cache les informations. Donc peut-être qu'il est revenu et que vous avez maintenant la possibilité de mettre à jour le statut de ce diagnostic parce que vous avez pu confirmer par exemple son diagnostic. Si je reviens sur les listes ici, pour le statut des fiches, donc là, c'est le statut de qualité des fiches. Donc, les fiches qui sont en action requise, ce sont celles sur lesquelles il y a des erreurs majeures, des champs obligatoires qui n'ont pas été remplis. Et les fiches en avertissement, c'est celles sur lesquelles il y a des erreurs mineures, mais qui sont des champs qui sont quand même d'intérêt et qu'on aimerait qu'ils soient remplis. Valide, c'est que tout va bien. Et alors, brouillon, comme je disais tout à l'heure, je l'ai évoqué, brouillon n'a plus lieu d'être ici, puisque nous avons fait évoluer ce qu'est le statut brouillon. Dans la version précédente, les brouillons, c'était les fiches sur lesquelles vous aviez oublié d'enregistrer, cliquer sur enregistrer. Vous aviez par exemple fait un retour arrière. La fiche n'avait pas été enregistrée, elle était présente en brouillon. C'était également le cas pour toutes les fiches qui étaient transmises par les dossiers patients informatisés vers Bamara et qui arrivaient en brouillon. Le brouillon, actuellement, ce n'est plus ça. Toutes ces fiches qui étaient en brouillon auparavant ont eu leur statut recalculé. Et les fiches en brouillon dans la version actuelle, ce sont celles pour lesquelles il n'y a pas de prise en charge d'identifié. Donc celles pour lesquelles en fait, vous auriez rempli uniquement le nom du patient, mais vous ne l'aurez pas rattaché à un centre. Donc c'est logique qu'on fasse sortir ici la notion de brouillon puisqu'on est en train de regarder les données d'un centre. Donc si la fiche n'est pas rattachée au centre, on ne peut pas avoir de statut brouillon. Voilà. Donc par ailleurs, les statuts des fiches ont évolué. On a fait passer certains champs en obligatoire ou en tout cas en avertissement parce qu'ils sont nécessaires dans le cadre du PNMR3 ou dans le cadre des rapports pyramides. Il y a une chose qu'on a fait évoluer, c'est qu'on avait mis obligatoire le nom des intervenants dans les activités. Donc ça, on a retiré le cas. Et il n'empêche que les statuts des fiches ne sont pas forcément recalculés à chaque fois. Donc, si jamais vous voyez que votre fiche est encore en avertissement, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche et la réenregistrer. Normalement, ça devrait retirer l'avertissement. Il n'est pas nécessaire de le faire. Hein. Les fiches qui sont en avertissement comme en action requise comptent quand même pour Pyramide ou pour votre file active, mais dans la limite où les informations nécessaires sont bien disponibles. C'est-à-dire que si vous avez rentré une activité, mais pour laquelle vous n'avez pas mis, si c'est une consultation, une hospitalisation, etc., eh bien forcément, cette activité, elle comptera dans rien du tout, puisqu'on ne saura pas à quoi la rattacher. Donc, votre dossier sera en action requise, mais là, il ne comptera pas pour Pyramide, puisqu'on ne pourra pas dire quel type d'activité a été réalisée. Voilà, si l'erreur est ailleurs, par exemple, s'il demande qu'un lieu de naissance ou un lieu de résidence pour une fiche en avertissement, ce n'est pas grave, ça va être handicapant pour certains types d'études, mais ce n'est pas nécessaire pour le tout venant, je dirais. Voilà pour ma démonstration de Bamara. Alem, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu voulais qu'on insiste un petit peu? Tout à fait, je voulais qu'on insiste sur l'activité et le comptage pyramide, sur le fait de bien renseigner la profession et le nom de l'intervenant pour que l'activité compte correctement dans pyramide. Est-ce que tu peux revenir sur une fiche existante, s'il te Ouais, plaît, et aller sur je vais la prendre partie activité? mauvaise pioche, excusez-moi. On va prendre celle-là, ça sera plus facile. C'est la partie activité. Ici? Oui, tout à fait. Par exemple, dans pyramide, il y a un item, il y a une question qui demande, par exemple, de compter le nombre de consultations réalisées l'année en cours. Bah, sachez pour ce calcul-là, on ne regarde pas juste le contexte consultation, mais on regarde également la profession de l'intervenant et le nom de l'intervenant. Donc, pour que l'activité compte correctement pour les consultations, il faut que la profession de l'intervenant soit médecin
et qu'on ait un nom d'intervenant. Si, par exemple, dans l'intervenant, vous avez 2 noms, la consultation ne comptera plus comme une consultation simple, mais ça va être comptabilisé comme une consultation pluridisciplinaire. Ouais, Parce qu'il y a pluriprofessionnelle, pardon, parce qu'il y a 2 intervenants. Alors, j'entends quelqu'un qui a son micro ouvert, à moins que ce soit Non, derrière. c'est moi, il y a du monde dans le bureau. Juste pour vous dire, donc c'est exactement ce qui est décrit ici, dans la partie consultation médicale simple et consultation pluriprofessionnelle. Donc c'est ce qu'on disait, il y a une consultation avec le champ profession de l'intervenant qui contient plusieurs professions, au moins médecin. Ça va être compté ici. Voilà. Un autre point aussi, c'est ne pas multiplier le codage des activités. Si votre patient est pris en charge dans plusieurs, sites maladies rares et qu'il y a une hospitalisation, par exemple. Donc c'est le site qui a demandé l'hospitalisation qui doit coder cette hospitalisation. C'est pas parce que le patient a été pris en charge dans votre site, mais vous n'avez pas demandé l'hospitalisation, qu'il faut coder cette hospitalisation. Donc il va y avoir des contrôles qui vont être mis en place, dans les prochains mois. Donc il faut rentrer juste votre activité et pas s'approprier les activités des autres sites maladies rares. Si jamais le patient, en effet, est hospitalisé, c'est souvent le cas chez vous, parce que le centre qui a demandé l'hospitalisation n'a pas de lit d'hospitalisation, c'est en effet pas à votre service en fait de remplir l'activité autour de ce patient. Mais par contre, il y a un cas qui peut être saisi, c'est si jamais votre service, donc votre centre maladie rare, intervient réellement auprès du patient pendant son hospitalisation parce que voilà, il y a eu un examen qui est particulier à votre centre. Dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement, mais c'est même pas demandé, hein, mais vous pouvez éventuellement valoriser une activité de consultation. Alors du coup, ici, ce serait avis en salle qu'on vous conseille de mettre, en plus de l'hospitalisation. Mais ça, c'est vraiment que si votre centre, enfin votre site maladie rare, donc la labellisation particulière de votre centre, nécessitait d'aller voir le patient. Si c'est juste que le patient il est hospitalisé dans votre service, il ne faut pas le rentrer si ce n'est pas vous qui avez demandé l'hospitalisation. Un autre point, juste sur la partie diagnostic, et là j'insiste vraiment car c'est vraiment important au moment de l'exploitation des données. Donc avant de créer un nouveau diagnostic, n'hésitez pas à revenir sur le diagnostic existant pour le mettre à jour. Admettons, dans un premier temps, le patient a été pris en charge, donc le statut actuel du diagnostic était en cours parce qu'il y a des investigations qui ont été, lancées. Suite à ces investigations, il s'avère que le diagnostic est confirmé, donc pas la peine de créer un autre diagnostic, revenez juste sur le diagnostic existant et changez le statut du diagnostic. Également, il y a beaucoup d'utilisateurs pour, les descriptions, cliniques. Ils vont renseigner un autre diagnostic. Donc n'hésitez pas à revenir sur le diagnostic existant pour l'enrichir et ajouter d'autres descriptions cliniques si vous voulez. Tout à fait. Voilà. On ne rentre pas les comorbidités en tant que diagnostic. Le diagnostic maladie rare, surtout dans les syndromes soit polymalformatifs, soit multi-organes, et bien sûr, le diagnostic est très, très large, très riche. Donc, il ne faut pas créer en fait une entrée par signe de la maladie. Il faut rentrer la maladie et éventuellement dans la description clinique, bien mettre tous les signes. Donc, on peut parler par exemple d'un syndrome où vous allez avoir une déficience intellectuelle, une fente labiopalatine et un retard à la croissance. Il ne faut pas faire 3 diagnostics différents, c'est bien un seul diagnostic autour d'un syndrome particulier pour lequel vous allez pouvoir décrire dans la description clinique quels sont les points les plus importants de cette pathologie. Tout à fait et même dans certains cas, on a des patients, qui ont plus de 10 diagnostics, maladies rares. C'est juste aberrant et on a aussi, des cas où on a des diagnostics confirmés d'un côté et diagnostics indéterminés de l'autre. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait de mettre à jour le diagnostic avant la création, voilà, d'un autre diagnostic. Tout à fait. Merci beaucoup, Adam. De rien, merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions d'intérêt à prendre sur le chat?
Ou est-ce qu'on conclut ici Ça va. Est-ce qu'on peut poser des questions oralement? Allez-y. Nous, on n'a pas très bien compris, on est un centre d'hémophilie et si on a des malades hémophiles qui sont hospitalisés dans un hôpital à côté et que c'est nous qui faisons les protocoles pour